Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour. Bonjour à notre invité François Bitouzet. Bonjour. Vous êtes directeur général de Vivatech, salon s'il en est important dans le monde de tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Je ne sais pas si on peut le définir comme ça. En tout cas, ça s'est tenu la semaine dernière. C'était ouvert au public et la question qui est revenue, qui a été traitée un petit peu partout, c'est les robots vont-ils nous remplacer? L'intelligence artificielle va-t-elle faire disparaître le travail humain? Puis on va évidemment vous poser des questions qu'on a déjà commencé à vous poser sur les innovations et sur les innovations de demain dans le domaine de la science liée à l'intelligence artificielle et au progrès technologique. On va parler évidemment à 11h de l'affaire Liana, les dysfonctionnements, la responsabilité des uns et des autres, les sanctions que demande le Premier ministre. On y reviendra. On parlera également évidemment de la canicule et de nos aînés. Les EHPAD ne sont pas climatisés en très grande partie. 0826 300 300. Gilles, vous allez parler de quoi? Moi, j'ai aussi parlé de la canicule. Pour certains, c'est un peu l'enfer. Pour d'autres, c'est le paradis, en particulier pour Carrefour, où les ventes de climatiseurs, de glace, de packs d'eau s'envolent. Son président, Alexandre Bompard, était l'invité de BFM. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour voir si vous avez grignoté sur votre budget pour, au final, aller chercher un climatiseur, parce que c'est plus que grignoter, quand on achète un climatiseur. Non, c'est vrai, on en parlera avec nos débatteurs. Et puis, je vous parlerai également d'une dame qui a trouvé une américaine qui a trouvé un système pour ne pas dépenser de l'argent. Le soir, elle se fait inviter, elle fait des dates, elle cherche des rencontres sur le web. Et le soir, elle se fait inviter. Alors, est-ce que c'est tendancieux ou pas? Est-ce que l'homme doit inviter la femme? Voilà. Bon, à suivre dans un instant. Les robots vont-ils nous remplacer, Félix Mathieu? C'est quoi le problème avec les robots? Est-ce que l'intelligence artificielle va nous faire disparaître le travail humain? Oui, c'est la question qu'on peut se poser quand on voit quelques innovations. Parmi celles qui étaient présentées à Vivatech, on a par exemple une start-up avec ces tracteurs autonomes, des tracteurs, vous imaginez, avec personne à l'intérieur. Ils peuvent, pourquoi pas, labourer, semer, sans que l'agriculteur soit au volant. Il a juste à rentrer au préalable les infos, les coordonnées GPS du champ, à expliquer au tracteur ce qu'il a à faire, puis ensuite la machine va faire le reste tout seul. Alors en France, c'est encore expérimental. C'est pas encore demain que ça va être répandu dans tous les champs de l'Hexagone, mais ça commence quand même à être utilisé ailleurs, dans d'autres pays, pour pallier, pourquoi pas, le manque de main-d'œuvre agricole, donc quelque part pour faciliter la vie des exploitants agricoles en leur faisant gagner du temps. Autre innovation, les lunettes connectées, expérimentées cette fois par la Poste pour aider les facteurs au cours de la tournée en leur donnant plein d'infos pratiques qui leur permettraient d'aller plus vite. En marge de cette 10e édition de Vivatech qui a attiré 200 000 personnes, on a vu par exemple le patron de Booking qui explique que l'intelligence artificielle va révolutionner aussi par exemple l'organisation des voyages personnalisés. Vous savez, l'IA utilisée pour envisager toutes les combinaisons possibles entre les avions, les escales, les hébergements, les programmes de fidélité, etc. Et puis, grande spécialité de l'IA aussi, envisager tous les problèmes possibles, tout ce qui pourrait mal tourner pendant le voyage. Voilà un secteur qui pourrait être révolutionné par l'intelligence artificielle. Alors bon, vous n'avez pas fait votre papier avec l'IA? Vous auriez pu. Oui, c'est vrai, j'aurais pu tester. Aider les travailleurs, oui, mais les remplacer, il y a la limite, il n'y a qu'un pas. C'est vieux comme le progrès technique. Après ce questionnement, on peut remonter très loin, bien avant l'IA, au 19e siècle, quand les ouvriers du textile brûlaient des machines qu'ils voyaient comme une assurance de se retrouver au chômage. On dit souvent, oui, mais les nouvelles technologies vont aussi créer de nouveaux emplois. La question derrière, c'est est-ce qu'elles nécessitent vraiment à long terme autant de travail humain qu'avant? On peut en douter, sinon après tout, est-ce qu'on inventerait vraiment ces machines? Et puis, la réduction du temps de travail, c'est quand même plus trop à la mode ces dernières décennies pour cause de modèles économiques, de concurrence mondiale, etc. En tout cas,
question très politique. Et justement, parmi les 200 000 visiteurs du salon, on a eu notamment deux politiques, deux aspirants même à l'Élysée qui sont passés à Vivatech. Marine Le Pen d'un côté, Jean-Luc Mélenchon de l'autre côté. Pour l'une, la robotisation, je cite, peut remplacer les travaux pénibles, mais ne doit pas remplacer les travailleurs. C'est ce qu'a expliqué la leader du RN, à côté d'un bras articulé en train de manipuler un colis postal. Autre illustration possible du progrès technique. Quant au chef insoumis, il a observé des robots chinois en train de danser, en appelant à prendre tout ça très au sérieux, a dit Jean-Luc Mélenchon. Et il pose là encore des limites morales sur ce que l'IA peut faire ou ne pas faire. Par exemple, dit Jean-Luc Mélenchon, pas de robot du lien social. Il faut laisser quand même... certains secteurs en dehors de la technologie. Alors, François Bitouzet, on va évidemment revenir sur cette inquiétude. Le robot va-t-il remplacer l'homme? Peut-être un mot quand même sur Vivatech, parce que c'est une formidable réussite. Félix Mathieu l'a évoqué, 200 000 visiteurs ouverts au public, c'est la 10e édition. Vous-même, vous dites que c'est la plus belle édition qu'il y a eu cette année? Écoutez, en tout cas, c'était une édition record. C'était les 10 ans de Vivatech. Vivatech, quand ça a été créé en 2016, personne n'imaginait que ça pourrait atteindre un tel succès. Et ce qui était, je pense, extrêmement intéressant, au-delà des 200 000 visiteurs, c'était 4500 exposants, ouais. 15 000 startups qui étaient à Paris, et il y avait plus de 150 nationalités représentées pendant cet événement. Ça veut dire que pendant 4 jours, Paris est le centre mondial de la tech, de l'innovation, et je pense aussi que ça nous fait du bien, parce qu'il y a en ce moment beaucoup de critiques sur notre niveau, vous savez, dans la course à l'IA, la course à la technologie. On est capable de montrer qu'en Europe, et en France en particulier, on a des talents, on a de très très belles startups, et on est dans la course. Oui, mais on est dans la course, parce que vous dites 165 nationalités, ça veut dire que, ou 150, ça veut dire où se situent les Français justement dans l'innovation technologique? Nous, on est bons. Ouais. Alors, je sais que par rapport évidemment aux Américains et aux Chinois, on est loin, mais on a des secteurs sur lesquels on est vraiment excellent. Par exemple, l'ordinateur quantique, l'intelligence artificielle dont on vient de parler, certains secteurs comme l'énergie, la santé. Le problème que nous avons, c'est qu'on a des champions, par exemple comme Doctolib, comme Mistral AI, mais nous ne sommes pas champions. Parce que ce fait d'être champion, ça ne peut être qu'au niveau de l'Europe, et c'est là où il faut travailler aujourd'hui. Alors les robots, ça a vraiment été le sujet de cette année? Ça a été en tout cas un sujet extrêmement important. On a vu beaucoup de robots arriver à Vivatech, à la fois pour le plaisir du public, parce que c'est quand même assez spectaculaire, et il faut se dire que c'est fascinant, et aussi avec tous les sujets que vous avez évoqués, quelle est la place? Alors, la bonne nouvelle... Ça donne l'impression d'un côté gadget quand on les voit, ces robots. On a du mal à imaginer, parce que comme ils ont la forme d'humains, on a du mal à les imaginer fonctionner au quotidien. C'est vrai qu'un bras de robot pour faire une voiture, on n'a pas de souci à s'imaginer qu'il met des vis ou des écrous, mais on a du mal à imaginer un robot faire le ménage, c'est pour ça faire que le quotidien. La bonne nouvelle qu'on a vue à Vivatech, c'est qu'il n'y avait pas une forme de robot, mais il y avait toute une gamme de robots. Effectivement, du robot humanoïde qui aujourd'hui, de manière très franche, est plutôt un outil de démonstration pour voir la capacité de ce qu'on peut faire, jusqu'à des robots extrêmement spécialisés. Par exemple, on a vu, et je trouve que c'est fantastique, c'est Vandercraft, d'ailleurs c'est une start-up française, qui fait des systèmes robotisés pour permettre à des gens qui sont handicapés, qui ne peuvent plus marcher, de retrouver la mobilité. La Poste, vous en avez parlé, a montré un bras robot qui peut trier le courrier de manière très très rapide. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au côté, effectivement, le robot qui danse. Vous avez parlé de Jean-Luc Mélenchon à côté de ce robot. On était vraiment sur de la robotique utile et qui peut nous aider au quotidien. Utile, moi j'ai vu un sujet de BFM qui a comparé, je ne sais pas si vous l'avez vu, un employé de la Poste qui triait le courrier et le robot. Alors évidemment, c'est le robot qui a gagné. Alors ça veut dire qu'il n'y aura plus de personnes au tri pour la Poste, et c'est valable pour un tas de métiers. Est-ce que finalement Vivatech ne signe pas, entre guillemets, la mort de l'humain? Alors j'espère certainement pas. Et si le reportage était allé au bout de ce qui s'est passé sur le stand de la Poste, parce qu'il y a eu des battles, on a vu très souvent des postiers
qui battait le bras robot. Et ce qui est intéressant, c'est pas de se dire est-ce que le bras de robot va remplacer le postier, c'est de se dire dans quelle situation il est plus efficace, et c'est bien pour tout le monde parce que les postiers peuvent travailler à autre chose, et dans quelle situation les postiers sont utiles. Et donc, je vous invite à refaire la battle et vous verrez, le robot ne gagne pas toujours. Alors Lionel est en ligne, 0826 300 300. Bonjour Lionel. Bonjour Valérie, bonjour à toute l'équipe. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que ces robots vous inquiètent? Est-ce que vous pensez qu'ils vont remplacer l'humain? Remplacer l'humain dans beaucoup de postes, oui. Ouais. Il y a énormément de jobs qui vont valser, mais je vous rappelle que la technologie de tout temps a remplacé l'homme. Avant, on avait la force que des bras, la force que vos jambes. On a eu la puissance vapeur qui est arrivée et qui a modernisé tout. On a eu la mécanique. Et évidemment, l'homme, à ce moment-là, il est remplacé. Mais c'est pas un mal. Les jobs se sont déplacés. On a eu des mécaniciens au lieu d'avoir des mecs qui tapaient toute la journée avec une masse. Est-ce que c'est moins bien? Je sais pas si c'est moins bien. Je sais en tous les cas que l'homme, par définition, est quand même assez feignant. Oui. Donc, comme il est feignant, il va toujours chercher à améliorer en fait à sa condition et à se supprimer tout ce qui est difficile. Donc, évidemment, entre choisir un robot qui va faire votre job dégueulasse et vous le faire, vous allez choisir un robot. Identiquement pour l'IA, regardez, avant on avait l'encyclopédie. Ça prenait 4 plombes pour avoir un demi-cle dégueulasse. Après on a eu Internet. On a dit oh là là, avec Internet ça va être une catastrophe. Mais en fait finalement les gens sont allés vers le plus facile et le plus pertinent. Et aujourd'hui on a l'IA. Moi je suis un grand fan de l'IA. Honnêtement, je dois avoir ChatGPT peut-être 50 fois dans les mains toute la journée. Et Laurent Alexandre, il a dit un truc très juste. Il a dit que l'IA va creuser le fossé entre ceux qui se servent de l'IA pour glander et ceux qui se servent de l'IA pour s'améliorer. Moi, je peux vous assurer que depuis que j'ai ça dans la poche, je suis extrêmement plus précis sur ma société, que ce soit en fiscal, que ce soit en optimisation, que ce soit... C'est un outil qui est fabuleux. Vous pouvez même pas imaginer en fait cette puissance que vous avez dans la poche. C'est juste magique. Donc la suite, c'est les robots qu'on voit en Chine, qu'on voit de partout. Vous savez, les robots de Boston Dynamics, j'entendais un de vos interlocuteurs qui disait qu'avant, ils étaient un peu pâteaux et tout. Les robots de Boston Dynamics, au début, ils boitillaient, c'était un peu pas terrible. Aujourd'hui, ils font des saltos aériens, ils courent plus vite qu'un ninja. Donc, on voit bien une évolution, en fait, absolument marquée sur ces produits. Et évidemment qu'on arrivera à ça. Toute la dystopie qu'on a en science-fiction arrive. C'est-à-dire arrive à 20-30 ans, mais arrive. Alors, on va se retrouver dans un instant pour réagir à ce que vient de nous dire Lionel. Stéphane nous dit l'humain est feignant et va se fatiguer à trouver une solution pour en faire le moins possible. On va voir. Vous nous direz ce que vous en pensez dans un instant. Et puis nous donner, Valérie, surtout, quand on met tout ce qui nous concerne dans l'IA, où ça va et qui contrôle. Absolument, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on est de retour avec vous dans le studio de Sud Radio. Nous évoquons le salon Vivatech qui s'est tenu la semaine dernière à Paris. Énorme succès, plus de 200 000 visiteurs. C'est le salon de la tech avec des exposants, combien vous m'avez dit, 4500 exposants, 15 000 startups. Il y a eu beaucoup de conférences et effectivement beaucoup de pays qui sont venus y participer. On en parle avec vous, François Bitouzet, directeur général de Vivatech. Donc on a entendu notre auditeur qui disait que pour lui c'était un outil exceptionnel. Se pose la question de la souveraineté, se pose la question aussi de nos données, à qui on les donne et comment elles sont utilisées. C'était un des sujets clés cette année à Vivatech, et la tech était plus politique. C'est pour ça, par exemple, qu'on a eu Narendra Modi, le premier ministre indien qui est venu. On a le président de la République le président est venu. On a eu des ministres allemands. L'Europe était quasiment toute là avec des commissaires européens. Le sujet qu'on a, c'est de se dire, cette IA qui est si importante, si structurelle pour le futur de nos économies, mais aussi de nos vies, vous et moi, et puis aussi peut-être de nos démocraties, à qui est-ce qu'on veut en donner les clés ?
Aujourd'hui, sont les Américains et les Chinois qui sont extrêmement en pointe. Nous, les Français, même si on est derrière, on est bon. Et il y a donc du coup toute une discussion de qu'est-ce que c'est que la souveraineté. Est-ce que la souveraineté, ça veut dire je veux tout faire tout seul? Alors ça, c'est plutôt la vision française. Vous voyez, c'est un peu De Gaulle. Donc on a nos serveurs, notre IA, nos LLM, etc. Et puis une vision qui était peut-être un peu plus allemande, qui est de se dire l'enjeu de la souveraineté, c'est de n'être dépendant jamais d'une seule personne ou d'un seul pays, et qui est très intéressante aussi, parce que ça nous amène peut-être à prioriser et aussi à diversifier nos rapports. Je vous donne juste un exemple, c'est très intéressant, c'est Airbus qui nous a raconté ça. Il y a dans l'entreprise des sujets sur lesquels ils considèrent qu'ils ne sont pas prioritaires, et donc ils peuvent utiliser toutes les technologies d'intelligence artificielle, par exemple. Par contre, sur certains cœur, notamment sur la défense, des choses comme ça. Là, ils sont entièrement souverains, c'est-à-dire que c'est uniquement des solutions européennes sur lesquelles il ne peut pas y avoir d'interaction et il ne peut pas y avoir une espèce de détroit d'Ormuz technologique, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, alors il y a un auditeur qui demande si à Vivatech, il y a une division loi et gestion des IA et surtout le contrôle du contrôleur. Exactement. C'était un sujet très, très, très fort cette année, c'est de se dire qui est derrière tout ça, du point de vue de la data, du point de vue de la décision. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de solutions qui sont, même si elles viennent d'acteurs chinois ou américains, qui sont basées en Europe, sur lesquelles on a un vrai contrôle, voilà. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nous avons de plus en plus d'options européennes. Je vous donne un exemple, vous savez, sur les fameuses puces IA, on parle beaucoup de Nvidia, qui est cette entreprise qui est, je crois, quasiment la plus capitalisée au monde. Et bien aujourd'hui, on a une entreprise française qui s'appelle Vessora, qui est capable de faire des puces IA compétitives. Donc maintenant, aujourd'hui, la question c'est quel choix on va faire collectivement. Oui, mais vous avez vu cette IA qui a été réservée qu'aux Américains, puisqu'on parle de souveraineté, qui interdit qu'elle soit utilisée par d'autres pays. Est-ce qu'à un moment, et cette IA-là prouve peut-être que finalement, on va être dépassé par l'IA? Est-ce qu'à un moment, l'IA, on va demander, dis-moi où sont les armes de tel pays, dis-moi comment détruire l'économie de tel pays? Il est là le danger. C'est la revanche de l'Europe. Parce que depuis le début de l'IA, les Américains nous disent il faut pas de régulation, il faut tout laisser faire. Nous, en Europe, on dit attention, il y a la technologie et il y a ce à quoi elle sert, et il est nécessaire d'avoir un débat démocratique là-dessus. Les Américains, la semaine dernière, en interdisant de manière extrêmement brutale l'utilisation de Fable 5 et de Mythos 5 Anthropic aux étrangers, a prouvé que il y avait aussi de leur côté une velléité de régulation. Donc faisons-le comme il se doit, avec des élus, avec des citoyens, et ça va nous garantir justement d'éviter un usage malveillant tel que vous en parlez. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ce salon Vivatech Alors moi j'ai eu 2 coups de cœur. Le premier, alors il est infiniment petit, c'est une lentille de contact connectée. Sur laquelle vous pouvez avoir des images, des datas, un peu comme on a eu à une époque. Les lunettes. Et franchement, c'était absolument fantastique. Mais c'est en permanence. Comment ça se passe? Vous avez des informations sur votre lentille? Alors, vous mettez votre lentille, et en fonction de ce que vous avez configuré, vous pouvez avoir une alerte mail. Vous pouvez avoir, par exemple, si vous courez, vous avez votre rythme cardiaque. On est vraiment au début. C'est pas perturbant? Vous l'avez essayé? Vous l'avez testé? Moi, je l'ai essayé, et c'est pas du tout perturbant, parce que justement, c'est fait avec une technologie non intrusive. Enfin, franchement, il faut l'essayer, c'est l'adopter. Et le deuxième, alors là, c'est presque une cathédrale scientifique, c'est le fameux ordinateur quantique, vous savez, qui calcule en 3 minutes l'équivalent d'un ordinateur d'aujourd'hui en 10 000 ans. L'objet était là, donc c'est fascinant par ce qu'il peut faire. Et c'est aussi un très très bel objet, voilà. Et il fait quoi? Il compute. Et par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle, le problème qu'on a, c'est la capacité de calcul. C'est pour ça que tous les pays, notamment la France, disent il faut des data centers. Et les écologistes s'y opposent. Mais si demain, on a cet ordinateur quantique qui est vraiment sur le point d'être prêt, eh bien, on n'a plus le problème des data centers. Ah, parce qu'il fait les calculs très vite. Et donc, du coup, on n'a plus besoin de l'eau, l'électricité, etc. Donc, c'est là aussi où la tech, elle est intéressante parce qu'elle est en mouvement. Et je pense que l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre trop de décisions aujourd'hui sur
l'état du monde, parce que ça va tellement vite. Ça évolue très très vite. Exactement. En fait. Nous ici, on a reçu les gens de chez WeThings. La santé et alors eux, ils sont en pointe sur la santé pour l'Europe. Cocorico, parce que c'est français. Ouais, On est très bons Ouais. les Français en tech et médical. C'est très intéressant. Oui, WeThings c'est premier en Europe d'ailleurs. Ça, c'est un vrai marché en fait, la santé. Est-ce que c'est pas pour les gens un peu, s'ils sont hypocondriaques, c'est un peu l'enfer? Non, c'est pas pour les hypocondriaques. C'est vraiment pour tout le monde. Vous savez, notamment en France, on a un problème aujourd'hui. Notre système médical n'arrive plus à absorber la charge de travail. Bon, par exemple, c'est une start-up française qui s'appelle Nabla, c'est un peu le Doctolib des médecins. Donc ça leur aide à travailler tout le côté administratif. Ça leur fait gagner 50% de leur temps. C'est Prima, c'est aussi une start-up française qui raconte bien notre leadership là-dessus, qui est capable d'augmenter de 70% la qualité de détection des cancers. Donc voilà, ça, c'est de l'IA positive, c'est de l'IA qui change la vie, et c'est une IA qu'il faut qu'on cultive, parce que là, elle est utile pour vous, pour moi, et puis aussi pour notre économie. Il y avait vos lentilles, elles font également, il y avait des lentilles qui suivaient si vous êtes diabétique, si vous êtes votre taux, qui analyse vos sangs, et puis qui envoie les informations. Et beaucoup de sujets cette année aussi, au-delà du médical, sur la longévité, qui est vraiment un sujet qui monte énormément. Et votre ordinateur quantique, en tout cas celui que vous avez observé, permettrait de faire tout ça avec moins d'énergie dépensée, c'est ça? Exactement, parce que vous économisez 10 000 ans d'ordinateurs existants. Alors évidemment, vous voyez, c'est pour vous donner des ordres de grandeur, mais ça change complètement la donne. Est-ce que ça va pas remettre la question de la réduction du temps de travail à la mode, tout ça? Parce qu'effectivement, on se dit qu'il y a de plus en plus de métiers où on va pouvoir faire la même chose effectivement beaucoup plus facilement. Est-ce qu'à terme, ça posera pas cette question il y a moins besoin de travail humain qu'avant? Si on soigne mieux les gens, moi, j'ai quand même plutôt l'impression que ça aide les médecins et ça ne dit pas qu'il y aura moins de médecins. Ça va augmenter la retraite. Aujourd'hui, notre sujet en France, c'est la productivité. Bien sûr. Notre sujet, c'est pas de remplacer les gens par des robots, c'est de leur donner les moyens, avec du management, mais aussi avec de la technologie, pour aller plus loin et faire encore mieux leur travail. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on rentre sur le marché du travail, se dire qu'on va pas avoir à faire des jobs pénibles parce qu'on est le stagiaire de service, franchement, moi, je préfère être aujourd'hui rentré dans le monde du travail qu'à mon époque, quand je l'ai fait. Une dernière chose, des cours à l'IA qui a été annoncé pour la rentrée, c'est une bonne chose? Alors, je pense que l'école, alors là, il y a un sujet absolument clé, et le sujet n'est pas comment on gère ou pas l'IA dans notre système scolaire, c'est le rapport au savoir. Parce que apprendre, ça n'est pas simplement faire une copie avec les bonnes réponses, c'est votre cerveau. Hein. Donc demain, si on traduit tout avec une petite puce, c'est génial parce que c'est pratique quand on part en vacances, sauf que apprendre une autre langue, c'est vous configurer différemment, c'est vous ouvrir sur le monde. Donc ça, il faut se battre sur l'enjeu du savoir. Les maths, c'est pas trouver des bonnes réponses, c'est devenir intelligent, et c'est pas la même chose. Mais il y a eu une expérience qui a été faite dans un collège, on en a parlé la semaine dernière, dans un lycée où on a donné des copies, enfin un devoir à faire avec l'IA, et les bons élèves ont eu une bonne note et les mauvais élèves ont eu une mauvaise note, parce que le secteur qui va le plus se développer, à votre avis, alors on en a beaucoup parlé, le médical, et je pense aussi dans les transports, parce que là il y a des choses extraordinaires qui vont arriver sur comment on optimise. Vous voyez par exemple aujourd'hui les transports publics, votre bus, il y en a 2 par heure, alors qu'il y a des heures il devrait y en avoir 4, et il y a des heures il devrait y en avoir 15. Des taxis robots et des... Exactement. Merci à vous, c'est passionnant. François Bitouzet, donc directeur général de Vivatech, et là ça y est, c'est parti pour l'année prochaine. Et cap sur 2027, cap sur la 11e édition. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité sur Sud Radio. À tout de suite. 10h